Bonjour à tous, on est toujours sur l'IBC 2019 ici à Amsterdam. On est sur le stand de Sony avec Forest Finbo. Forest, comment ça va? Bonjour. Fort bien et vous? Mais ma foi, très très bien, un peu fatigué par ce jour de salon. Je voulais voir sur Sony l'annonce qui a fait un petit peu de bruit il y a quelques jours de la FX9. Ouais, La FX9 qui est annoncée comme étant la remplaçante de la FS7. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils vont arrêter la FS7? Est-ce que maintenant on va sur la FX9? Non, alors clairement de moi de ce qu'ils m'ont dit, c'est pas du tout là pour remplacer la FS7. C'est une nouvelle ligne de produits, elle s'appelle FX justement, hein, c'est pas exactement les mêmes caméras, c'est les caméras full frame. D'accord. C'est le premier représentant de sa race. Par contre, effectivement, c'est vrai que c'est très inspiré de la FS7 au niveau de l'ergonomie. Hein, donc ça touche quand même un public qui sera probablement le même. Donc on verra comment les gens vont l'adopter. Okay. Mais la FS7 n'est pas du tout arrêtée, au contraire, ils sortent encore des options. Il y a un kit ENG maintenant qui vient tout juste de sortir cette année aussi, qui permet d'en faire une vraie caméra d'épaule de journalisme, de reportage ENG. Donc clairement, ils vont garder les deux produits. Donc, ils gardent les deux. On parlait aussi avant le salon de la FX6, qui serait la remplaçante de la FS5. Là, je crois qu'on peut débugger un petit peu. Est-ce qu'il y a une FX6? Non. Est-ce que tu me dis non parce que tu n'as pas le droit d'en parler ou Non, même pas. Non. Quelqu'un l'a sorti de son chapeau, il l'a mis sur Internet, mais ça n'existe pas. Okay. Ça n'existe pas. Bon, la FX9, je pense qu'elle a fait un petit peu de bruit parce qu'elle a un capteur 6K. Est-ce que du coup c'est le passage de Sony dans le 6K et du coup on va commencer à pouvoir enregistrer dans cette résolution-là? Non, donc c'est avant tout un capteur full frame. Il se trouve que la technologie chez Sony fait que ça a besoin d'être un capteur 6K pour pouvoir être full frame. C'est la taille de leur photosite, la manière dont ils gèrent justement l'Exmor R. C'est cette taille-là, ça donne du 6K, mais c'est pas du tout une caméra 6K en enregistrement. En output non plus, on ne peut pas enregistrer du 6K. Ni en sortie RAW, ni en enregistrement interne. C'est une caméra qui est 4K ou 2K, selon ce qu'on choisit comme format d'enregistrement. Et on ne pourra pas, ni même dans le futur, aller au-dessus. Physiquement, c'est pas possible, quoi. Voilà, les XQD sont pas faites pour prendre des débits aussi grands que ce que demanderait le 6K. Et la sortie RAW, elle est en 12G SDI, donc elle plafonne à du 4K 60p. Voilà, il faudrait du 20G, c'est ça, pour sortir si on voulait garder en 16 bits, voilà. Donc, je dis pas, ça se trouve, ils vont faire une sortie de 12 bits peut-être, quelque chose comme ça, mais c'est clairement pas annoncé. Donc, ils ont été très clairs dessus. Pour l'instant, c'est une caméra 4K et aucune annonce pour en faire un enregistrement 6K. Donc le capteur 6K, c'est à cause des photosites qu'il faut les faire rentrer dans le capteur, mais ce sera du 4K. C'est leur technologie, ils s'en servent pour faire ce qu'ils appellent l'oversampling ou du super sampling. Donc c'est suréchantillonner en fait le signal source. Et ça, pour nous, évidemment à l'image, ça a un bénéfice. Typiquement, c'est sur les textures, sur l'aliasing. Hein, ça permet donc de suréchantillonner l'image et avoir une image plus fine, plus lisse aussi, hein, avec moins d'effet d'aliasing, moins d'effet d'escalier. On a des textures qui sont plus réalistes et plus naturelles. Ok. Qu'est-ce que ça dit en termes de sensibilité? Est-ce qu'on parle un petit peu d'image, est-ce qu'on est resté bloqué sur un ISO? Ou est-ce que, comme j'ai cru le voir quelque part, on était parti sur la technologie peut-être de la Venice et d'avoir un dual ISO? Voilà, donc c'est un nouveau capteur. Beaucoup de gens se posent la question s'il vient de l'Alpha 9 ou s'il vient de la Venice. Ouais. Aucun des deux, ils ont designé un nouveau capteur et ils ont mis un petit peu justement des technologies de ces deux côtés-là. Donc on trouve, venu du grand public, on trouve la technologie autofocus ultra rapide. Donc ils ont gravé 560 points de détection de phase. Donc ça fait un autofocus. Tu peux expliquer peut-être vite fait ce que c'est que la détection de phase? C'est des capteurs en plus du capteur. C'est des capteurs qui, eux, détectent la phase de la lumière. Donc ces capteurs-là savent où est la bonne distance de mise au point. Donc c'est pour ça que l'autofocus, il snap directement sur l'endroit où il doit aller, sans rechercher par détection de contraste comme le faisaient les caméscopes avant. C'est ça. Mais celle-là utilise également la détection de contraste. Alors il y a les deux, hein. Ils appellent ça l'hybride focus. Même la détection de contraste, fast hybride focus. C'est le marketing qui a demandé que je le rajoute. Ils ont bien raison, voyons. Mais donc voilà, ce côté hybride est très utilisé par la caméra. D'une part, le côté détection de phase permet d'aller très très vite, hein, parce que c'est des capteurs qui sont à très haute fréquence, donc ils peuvent aller très très vite sur la bonne mise au point. La détection de contraste derrière peut déterminer qu'est-ce qui a été mis en focus. Et donc le problème qu'on a en très grand capteur typiquement, c'est qu'il y a en fait plusieurs plans focaux qui sont éligibles. Ça pourrait être l'arrière-plan, ça pourrait être le sujet, ça pourrait être un autre sujet, ça pourrait être un premier plan. Et donc après il faut déterminer sur quel sujet est-ce qu'on veut faire la mise au point. Donc très typiquement nous on va faire la mise au point sur les visages. Il peut enregistrer des visages. Voilà, il peut détecter dans une image les visages et il est capable aussi de se souvenir d'un visage dans l'image. Ah oui, une bonne mémoire. Alors voilà, sur un seul visage, on peut mémoriser ce visage-là. Même s'il devait sortir du champ, voilà, évidemment à ce moment-là, l'autofocus prendrait le relais sur d'autres sujets. Ouais. Et si le personnage revient dans le champ,
puisque la caméra se souvient de lui, elle va pouvoir revenir se concentrer sur lui. Voilà, donc quand on est sur des très grands capteurs, comme ça en full frame justement, la profondeur de champ peut devenir très courte. Et des fois, même plusieurs personnes dans le champ, il va falloir faire un choix. Laquelle de ces personnes est-ce qu'on veut dans la profondeur de champ. Et comment est-ce qu'on sélectionne la personne? Est-ce que c'est une molette? Est-ce que l'écran est actif? Oui, il y a des petits carrés qui s'affichent sur l'image, sur chaque visage. On peut se promener dedans avec le joystick et si on appuie, on va pouvoir mémoriser ce visage-là. Donc c'est fait pour pouvoir être utilisé sous le pouce quand on tient la caméra à la poignée. Donc c'est pas une programmation complexe. C'est plutôt bien, on est dans ce type de caméra et de marché très attaché à l'autofocus, ce qui est moins le cas dans les caméras type Venice pour le coup. Ouais, pour le travail en équipe justement. Donc là c'est typiquement orienté mono-opérateur. Vous voyez tout le côté intelligent et du côté du viseur. Contrairement à une Venice où on trouvera le côté intelligent de l'autre côté, puis qui est fait pour l'assistant. Donc c'est des travaux qui sont très durs à sortir. Et ceux qui font justement de l'ENG avec des grands capteurs, ils en savent. C'est de la haute voltige carrément. Il faut savoir aussi que de nos jours on utilise de plus en plus des drones, des Ronin, des gimbals, du stead, ce genre de choses-là. Et du stead en mono-opérateur, c'est pas difficile, hein. Quelqu'un doit faire le point. Donc si on n'a pas d'assistant pour le faire, du coup la caméra maintenant se propose de le faire. Ça correspond aussi à des besoins qui sont véridiques du marché. Est-ce qu'on peut la piloter à distance ce soir pour le point, pour l'exposition, le rec ouais. Est-ce qu'on a besoin du coup du module derrière ou Non, pas nécessairement. La caméra embarque le Wi-Fi. Du coup, elle est compatible avec Content Browser mobile qui peut donner un retour vidéo, l'accès aux métadonnées, l'édition de tous les réglages. Sans fil? Sans fil, ouais, par le Wi-Fi qui arrive directement sur un téléphone ou une tablette ou un ordinateur. Tout ce qui peut se connecter en Wi-Fi. Une clé Wi-Fi comme pour Non, ils ont mis la puce dedans maintenant. Okay. Donc le Wi-Fi fait partie de la caméra et on peut entièrement la piloter à distance. Ah ouais. Et, y compris le ND maintenant. On peut activer et désactiver le ND à distance. Donc ça c'est assez pratique justement parce qu'il n'y a plus la molette qui permettait de tourner, de mettre ou d'enlever le ND. Oui, cette molette a été entièrement remplacée du coup par des boutons. Et donc sur la caméra ça se prend comme des boutons. Dans l'application à distance, c'est un contrôle à distance. On peut activer ou désactiver le ND à distance maintenant. Alors moi j'ai une question toute bête. Je veux savoir si vous avez gardé la même poignée que sur la FS7. La poignée ergonomique était complètement folle. Écoute, c'est étonnant, c'est toujours la même poignée. C'est étonnant. Mais il y a un strap. Et tu pourrais croire qu'il a toujours été là, hein, mais non, sur la FS7, il n'y avait pas le petit strap. Arrête. Exact. Tu vas voir une FS7. Je me rappelle pas, ouais, pour moi il y avait un... T'as l'impression que ça y était toujours, mais non, pas du tout. C'est arrivé sur la FS5, okay. Donc elle a été maintenant améliorée ici. Ah, c'est la même poignée de base. Ok. Voilà. Télescopique, évidemment. Voilà, donc là ici, je pense que la plupart des propriétaires en général vont vers une accessoirisation tierce. Ah, vous avez changé le connecteur, c'est plus une prise LANC? Non, c'est devenu une prise USB. Alors la prise LANC est toujours là à côté, si jamais vous voulez brancher d'autres systèmes justement de remote. Le gros avantage du coup du connecteur ici sur base USB, c'est qu'il peut travailler en parallèle. On peut envoyer plusieurs ordres simultanés à la caméra, ce que le LANC ne permet pas par définition. Le protocole, c'est en série, il faut une instruction après l'autre. Ouais. Donc par exemple, zoomer et faire la mise au point en même temps, c'est quelque chose qui en LANC n'est pas possible. Il faut faire des petits allers-retours entre les deux. Grâce à ce nouveau connecteur là, du coup, on peut avoir plusieurs instructions simultanées sur le remote. Super. Est-ce que ça reste toujours une caméra semi-épaule? Est-ce qu'on va avoir là, je le vois pas, mais est-ce qu'il y aura une petite mousse en dessous pour se la caler? Mousse, c'est un grand mot, hein, c'est un caoutchouc, mais il y a effectivement quelque chose qui est... voilà, elle est assez plate dessous dans l'ensemble. Il y a un petit caoutchouc qui permet de l'avoir sur l'épaule. Le même que sur la FS7, voilà. Le même style quoi. Et je ne serais pas surpris du coup si la plupart des propriétaires aussi vont peut-être faire l'acquisition, s'ils veulent vraiment faire de l'épaule avec, d'une cross épaule un peu plus confortable avec un coussin un peu plus doux. Ok. Voilà. Alors bien. sur la sensibilité. Oui, sensibilité. Oui. Voilà, sensibilité, parce qu'on continue sur le capteur. La sensibilité, ils sont allés la chercher plutôt du côté de la Venice, avec le système Dual ISO de la Venice. Alors c'est pas le même capteur, hein, il a été rendu un peu plus sensible. Donc si la Venice était à 500 et 2500 ASA, celle-là va être à 800 ASA natif ou 4000 ASA natif. Et dans les deux cas, c'est un ISO natif, donc c'est un 0 décibel numérique. Donc on aura autant de bruit à 800 qu'à 4000. Alors, il y a quand même un gain. Ce gain est fait de manière complètement analogique, donc du coup, il monte beaucoup moins vite en bruit que ne le fait le gain numérique. Donc c'est estimé être de l'ordre de 1 décibel de rapport signal-bruit. Donc c'est vraiment marginal dans une image. Et ça décale toute la dynamique. Hein, les 15 IF de dynamique du capteur sont décalés vers le haut. Ils sont centrés soit autour de 800, soit autour de 5000. Si on a besoin de travailler en basse lumière, manifestement, ce sera les 4000. ASA de natif. Si on a besoin de travailler en haute lumière, au contraire, c'est beaucoup mieux d'être à 800, quitte éventuellement à élever un petit peu le I pour se réserver un peu de place dans les hautes lumières. Et est-ce que tu sais jusqu'à quel ISO elle est encore exploitable, propre? Il n'y a jamais eu de bonne réponse à cette question, parce que ça dépend du contenu. Un contenu vaguement éclairé partout, on peut monter très haut en ISO. Un contenu qui a du contraste, on le voit de suite le bruit. Donc c'est très difficile à donner. C'est un rating que j'ai jamais pu donner pour aucune caméra. La caméra vient avec différents logs? Non, il n'y a plus qu'un seul log maintenant, c'est le S-Log 3. Je ne sais pas s'ils vont remettre le S-Log 2.
Ce qu'il faut savoir, personnes qui utilisent le S-Log 2. Hein. Ouais, le problème du S-Log 2, c'est qu'il est, il est capé en fait à 1450% de dynamique et ce capteur fait presque 2000% de dynamique. Donc du coup, potentiellement, ce serait sacrifier de la dynamique du capteur pour la stocker dans un log 2. Donc elle a besoin du log 3 pour remplir toute sa dynamique. D'accord. On retrouve tous les outils qu'on peut avoir besoin sur une caméra pro. On va avoir un oscillo, un isto. Voilà, si vous connaissez la FS7, la plupart des outils de prise de vue sont les mêmes, hein, ceux qui sont dedans. Donc des outils d'affichage, d'overlay, l'oscilloscope tel qu'il est ici, le nummètre pour les niveaux audio, pour les choses classiques d'un caméscope de ce type-là. Okay. Alors je regardais la caméra tout à l'heure, j'ai vu on a 4 channels réglables ici. Ça veut dire quoi? On a combien d'entrées audio du coup? Parce qu'on n'a plus que les 2 XLR. Alors on en a d'autres. Voilà, on a 2 XLR analogues évidemment pour pouvoir rentrer des micros typiquement en XLR, chose d'assez classique, qui ont du coup deux préamplis pour pouvoir les régler. Le MI-Shoe, donc le petit sabot qu'il y a ici, peut aussi rentrer 2 entrées audio supplémentaires. La monture intelligente, ça c'était sur les DSLR, ça non? C'est arrivé effectivement avec la série des Alpha, mais on trouve ça sur la FS5, sur la FS7, tout ça sur beaucoup d'autres caméras aussi, y compris les caméras de reportage. Ici vous le voyez présenté avec un module HF, on peut aussi rentrer 2 XLR si on veut à la place. Donc ça, on peut avoir soit 4 XLR, soit 2 HF, 2 XLR. Voilà. Donc hors option, elle a ses 4 entrées ici, 2 sur le dessus et 2 en XLR. L'XDCA qui est en option va rajouter aussi un slot pour les récepteurs audio, ceux qu'on met typiquement dans les caméras d'épaule. Donc les récepteurs audio grand format peuvent maintenant être accueillis par cette caméra mais via l'XDCA d'extension. Ok. À quoi sert l'XDCA exactement? Qu'est-ce que ça libère dans les fonctionnalités de la caméra? Peut-être certains se souviennent de la FS7 et de son XDCA qui rajoutait le timecode et le genlock. Ça, c'est plus nécessaire sur celle-là, puisque genlock et timecode sont sur la caméra, mais juste en entrée ou en sortie. Quand on a l'XDCA en plus, on a des sorties ref out et timecode out qui permettent d'avoir 4 connecteurs genlock timecode comme sur une caméra d'épaule. Ça, c'est un point. J'ai parlé déjà du récepteur audio. Il y a 2 prises USB qui permettent de connecter aussi les dongles LTE de Sony pour faire du streaming. Et donc on peut streamer via 2 connexions simultanées 4G. Donc ça permet du coup aussi de faire de la transmission de flux vidéo sur le terrain vers un serveur XDCAM R, qui est la solution professionnelle Soli pour pouvoir travailler dans le cloud. Okay. Ça c'est notre option ici. Vous avez certainement vu le VLOC. On peut mettre un VLOC. C'est ici aussi où on trouvera la sortie RAW. Donc ça c'est comme sur la FS7, la sortie RAW était sur l'XDCA, c'est toujours le cas. Sauf que cette fois-ci c'est plus un RAW 12 bits en 3G SDI, c'est un RAW 16 bits en 12G SDI. Donc ce connecteur ici peut transporter du 16 bits linéaire, sans allocation de bits, sans aucune modification au signal, c'est le RAW du capteur. Et sur quoi est-ce qu'on l'enregistre après ce signal? À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul partenaire qui a confirmé le support du RAW 16 bits, c'est Atomos. Donc ils sont partout, Atomos ils sont partout. Voilà, Atomos l'a déjà confirmé, probablement d'autres vont suivre. Chez Blackmagic, ils ne fonctionnent pas trop avec les caméras Blackmagic. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Parce qu'elles enregistrent en RAW, le look. Donc voilà, à l'heure actuelle, Atomos c'est le seul partenaire qui a annoncé déjà le supporter, avec une mise à jour firmware de l'Inferno par exemple, ou du Flame. Certainement Odyssey va suivre, voilà, on va attendre que les fabricants annoncent. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un connecteur 12G SDI pour pouvoir accueillir les 16 bits. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de gens qui se plaignent du viseur par exemple de la FS7. Ouais. Notamment j'étais en haut de la liste. Un manque de netteté. Donc ils l'ont remplacé maintenant, c'est un viseur qui est plus rapide et qui est maintenant HD. Donc c'est 720 lignes, hein, c'est pas une augmentation spectaculaire, mais c'est assez pour avoir juste le petit piqué en plus qu'il faut pour pouvoir vraiment sentir le point. Particulièrement si on l'associe au picking et ce genre de technologie. On est resté sur la même loupe. Alors la loupe est assez similaire, mais on peut maintenant déposer la loupe. C'est assez pratique, du coup ça permet quand même de garder un cache sans avoir la loupe. La mettre et l'enlever, bien sûr on peut déposer l'ensemble de la loupe si on veut juste avoir un LCD. Je vois assigne 10, c'est quoi? C'est le 10e bouton Le 10e bouton assignable, voilà. Donc le viseur maintenant reçoit un bouton assignable. D'accord. Ce que les gens aiment bien mettre par exemple un expand focus, hein, qui permet de zoomer juste dans le viseur pour pouvoir peaufiner sa mise au point. Ça c'est très pratique de l'avoir justement dans le viseur. C'est quelque chose qui est connecté à la visée. Et typiquement sur les caméras plus haut de gamme comme la Venice ou ce genre de produits, il y a un expand focus qui est sur le viseur. Voilà, grâce au bouton assignable, on peut maintenant aussi l'avoir sur une FX9. Et on garde de toute manière toujours la sortie SDI et HDMI si on veut l'envoyer sur un écran ou un client. Bien sûr, voilà. Il y a 2 sorties SDI plus une sortie HDMI. Est-ce que c'est 2 sorties différenciées? Elles sont différenciées, on peut décider s'il y a le menu sur l'une et sur l'autre pas. Par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie HDMI et la sortie SDI 2 sont compatibles 4K. Donc le SDI 2, c'est un 12G SDI
qui peut sortir en 4K 50p sur un seul cordon BNC. D'accord. Voilà. Dernière question sur les framerate en interne et en externe d'ailleurs aussi. Où est-ce qu'on en est? Alors au niveau du lancement produit, sur un capteur full frame 6K, enregistré en 4K, notez bien, le framerate maximal sera 30 images par seconde. Si on descend, si on fait le full frame. Si on fait le full frame, voilà. Si on descend en Super 35, en zone, on lit moins de photosites, on peut les lire plus vite. Actuellement, au lancement, du coup, le framerate maximal sera sur 60. C'est comme la FS7 en fait. On va se retrouver sur un Super 35 à 60 ouais. K. Voilà, il y a quand même une différence avec la FS7, c'est que si on utilise la sortie RAW, on peut sortir en 4K 120p. Ça sera limité à du 10 Super bits 35 RAW. Voilà, en Super 35, on peut faire un 4K 120 images par seconde. Il sera limité à 10 bits pour rentrer justement dans le flux du SDI. Néanmoins, on peut avoir, si on n'a pas trop de problème de dynamique dans la scène, si on arrive à gérer la dynamique dans la scène, on peut avoir un magnifique 4K RAW, 120 images par seconde au niveau du ralenti. Ok, et en interne, du coup, si on tombe par exemple en Full HD, est-ce qu'on a Pour au moins l'instant, 950 images? Voilà, pour l'instant, non. Pour l'instant, au lancement de la caméra en décembre, vous aurez simplement les 60 images par seconde que l'enregistrement interne propose à l'heure actuelle. Donc une mise à jour qui va arriver justement courant 2020. Qui elle va rajouter du coup sûrement au moins 120, 150 et 180 images par seconde en interne. Vraisemblablement ce sera du vari framerate. Vous allez retrouver avec ce qu'il y avait déjà en fait sur la FS7. C'est les mêmes nombres qui ont été annoncés. Et alors, une autre question à 2 balles. Ça dit quoi les menus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est penché sur l'organisation générale des menus? Ouais, est-ce que c'est la même chose? Non, ça va être un peu surprenant du coup pour ceux qui ne connaissent pas la Venice. Il y a pas mal des rangements des menus qui viennent de la Venice, notamment le menu shooting. Donc on retrouve tous les trucs liés au shooting. Donc bien sûr on s'attend à voir l'ISO, la balance des blancs, le shutter, les choses comme ça. Ouais. Vous trouvez aussi les luttes de monitoring sont maintenant dans le menu shooting. Donc voilà, ceux qui connaissent par cœur les menus de la FS7 auront ce menu-là à réapprendre. Le reste c'est plus ou moins la même chose. Mais voilà, shooting et technical, ça c'est les menus qu'on connaît sur la Venice. Du coup ceux qui connaissent la Venice retrouveront plus vite le menu dans leurs mains que ceux qui connaissent la FS7. Petite courbe d'apprentissage quoi. Ouais, c'est pas très éloigné non plus. Hein. Non, ils se ressemblent beaucoup, ils se ressemblaient déjà en fait entre la Venice et la FS7, il y a quand même beaucoup de similarités. À qui se destine cette caméra? C'est vraiment le marché des mono-opérateurs qui veulent travailler en grand capteur. Donc on en trouve un peu partout, pour être tout à fait honnête. On en trouve dans le reportage, on en trouve dans le documentaire, il y a des gens qui font du cinéma avec ces caméras, il y a vraiment un bestiaire assez large, beaucoup de magazines aussi qui se font avec. Certains font même du journalisme. Il y a des JRI qui partent en grand capteur et qui font leur pige en grand capteur. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par ça, mais manifestement c'est ceux qui sont typiquement en mono-opérateur. Donc c'est pas un remplaçant de la Venice, c'est pas une Venice à moins cher, ça remplace pas le travail en équipe, c'est justement fait pour ceux qui veulent travailler seuls avec. Donc on risque d'en voir beaucoup. Typiquement le marché de la FS7 déjà à l'heure actuelle. Ouais. Ce que je veux dire, quand la FS7 Mark II était sortie, c'était pas non plus la grosse révolution. Je pense que ouais, ça là on a une vraie évolution ici. J'ai l'impression que Sony nous a un peu gâtés avec quelque chose en fait qui me manquait vraiment pour le coup chez eux. Et le full frame en fait. C'est le full frame, voilà. Pour moi c'est full frame, c'est pas vraiment l'autofocus. Encore que ça évidemment il y a des gens qui sont à la demande, mais le vrai truc qui est gros là-dessus c'est le full frame. Du coup ça veut dire que là devant on a changé la monture, c'est pas la même monture que Si, c'est la même monture que la FS7 Mark II ou que sur la Venice. La Venice aussi est full frame, il n'y a pas eu besoin d'une autre monture. Donc on est sur une monture qui se verrouille, on peut mettre des Celle-là c'est une baïonnette, voilà, et on peut mettre les Metabones ou les adaptateurs d'autres marques pour adapter tout ce qu'on veut comme optique. Okay. Il faut quand même savoir du coup que l'autofocus est plus rapide avec les optiques Sony. On s'est aperçu que quand on met les optiques Canon, l'autofocus est un peu plus lent. Et on ne sait pas si c'est à cause de l'optique ou si c'est à cause de l'adaptateur. Mais il est un peu moins réactif malheureusement. Ok. Néanmoins il fonctionne, donc c'est pas mal quoi. Très bien. Elle sera disponible dans cette monture-là ou vous prévoyez de faire une sortie, une monture PL par exemple? Non, là, Sony a été très clair là-dessus. Ils veulent unifier la monture E partout. Ils l'ont mis de la Venice à l'Alpha 7. Quoi. Ça donne un ordre de grandeur de partout où ils veulent la mettre cette monture. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup Forest. Ouais, je t'en prie Clovis. Allez, je te dis à bientôt. Bonne fin de salon. Et puis à très bientôt. Salut.